Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Le sujet a été au cœur des débats au sommet conjoint de la CEDEAO et de la CES fin juillet dans la capitale togolaise Lomé. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais comment œuvrer pour la paix, la stabilité, alors que l'insécurité règne au Sahel et dans le bassin du lac Tchad? Beaucoup d'experts recommandent de s'attaquer au blanchiment de capitaux pour sevrer les soutiens financiers des actes terroristes. Pour tout comprendre, je reçois Kimela Balou Abba. Bonjour Monsieur Abba et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. C'est exact. La première question que je veux vous poser, le ZIABA, qu'est-ce que c'est? Merci madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet depuis ma prise de fonction le 1er mars 2018 passé. Pour revenir au sujet, le ZIABA, comme vous l'avez déjà défini, est une institution spécialisée de la CEDEAO qui a été créée à Lomé même ici en 1999 et qui a vu ses statuts adoptés ici à Lomé un an plus tard en 2000, avec pour mandat de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour atteindre cet objectif, le ZIABA veille à la mise en place par les États membres des dispositifs juridiques et institutionnels conformes aux normes définies par le GAFI, c'est-à-dire les 40 recommandations du GAFI, les conventions internationales pertinentes, les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que les meilleures pratiques internationales acceptables. Le ZIABA veille également à ce que les États membres mettent en place les cellules de renseignement financier. Pour ce qui concerne la zone UMOA, il s'agit des CENTIF, qui soient opérationnels, qui soient compétentes pour mener des enquêtes financières fructueuses. Et que ces cellules de financement financier puissent adhérer au groupe ECOMON, qui constitue une grande institution regroupant l'ensemble des cellules de renseignement financier sur le plan mondial. Le ZIABA entreprend également les évaluations mutuelles. Le Togo en a fait le sien, je crois, en 2011. Et actuellement, nous sommes dans en 2018, 7 ans. Non. Oui. Puisque c'est une question de cycle d'évaluation. Le premier cycle d'évaluation est épuisé en 2013. Nous avons commencé, le ZIABA a commencé avec le second cycle d'évaluation en 2016 par le Ghana. Et le Togo est programmé pour 2019. Donc, pour revenir à notre sujet, le ZIABA également mène des études pour comprendre comment les criminels utilisent, comment les criminels opèrent, pour comprendre leurs techniques, leurs méthodes de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Est-ce que la lutte contre l'argent sale est une priorité en Afrique? Absolument, ça fait partie même, c'était la première mission qui a été confiée au ZIABA. C'est après, avec les modifications des recommandations du GAFI, que le financement du terrorisme a été confié au ZIABA. La lutte contre le financement du terrorisme a été confiée au ZIABA. Donc les autorités de la sous-région ont compris l'enjeu que constitue le blanchiment des capitaux. Et très tôt en 1999, ils ont décidé de créer le ZIABA justement pour lutter contre ces fléaux. Et pour revenir aussi à la mission du ZIABA, comme je venais de l'indiquer, le ZIABA aussi assiste les États membres dans la mise en œuvre des différentes conventions, des différentes recommandations du GAFI pour qu'elles soient réellement conformes à ces standards internationaux. Le ZIABA aussi permet, du moins, opère le renforcement des capacités au profit des parties prenantes à la lutte contre le blanchiment de capitaux sur le plan préventif et sur le plan répressif des poursuites. Quelles sont ces parties prenantes? Ces parties prenantes, par exemple, lorsque nous prenons au Togo, il y a la CENTIF, il y a aussi les banques. C'est quoi la CENTIF, monsieur? C'est la cellule nationale de traitement des informations financières qui a son siège
pas loin de la station de la gare routière d'Abalpédro. C'est celle du Togo. Oui, oui. J'aimerais vous poser une question. Comment peut-on comprendre que les États africains constituent des cibles privilégiées du blanchiment de capitaux? Ce ne sont pas les États africains seuls. D'ailleurs, le blanchiment des capitaux n'est pas une émanation des États africains. Ça avait commencé aux États-Unis depuis, je crois, dans les années 1800. Et c'est après que tous ceux qui sont intéressés aux activités illicites, tous ceux qui sont intéressés à rendre propre l'argent qu'ils ont acquis illicitement, se sont intéressés aux techniques qui ont été développées par les autres. Donc, ce n'est pas une activité qui est propre à l'Afrique. Au contraire, peut-être l'Afrique, malheureusement, a copié ces pratiques qui étaient cours dans les autres pays. Quels sont les pays les plus affectés en Afrique occidentale? Il n'y a pas un pays spécifique. Dans tous les États, il y a toujours le blanchiment des capitaux. Puisque le blanchiment des capitaux, c'est rien d'autre que le fait de mettre dans un circuit régulier financier ou autre le produit que l'individu a obtenu de façon illicite. Lorsque nous prenons un voleur qui braque et qui prend de l'argent, d'1 million par exemple, lorsqu'il va verser cet argent-là à la banque, c'est le blanchiment des capitaux. Lorsque quelqu'un commet une infraction de trafic de drogue, et d'ailleurs, la première lutte contre le blanchiment des capitaux vient des textes de lutte contre le trafic illicite de drogue. Puisque dans le temps, tous ceux qui sont intéressés par l'activité de trafic illicite de drogue, lorsque le produit émanant de cette activité est important, les trafiquants ont tendance à reverser ça dans l'économie à travers des techniques astucieuses pour vraiment éloigner ces fonds-là de tout soupçon. Donc voilà comment le blanchiment du capitaux est né. Donc ce n'est pas du tout en Afrique seule. Mais on a l'impression que l'Afrique est devenue le réceptacle de ce phénomène-là. Non, pas du tout. Il n'y a pas assez si de vous loi, me parlez de financement du terrorisme, du moins du terrorisme, je peux comprendre. Mais tout ce qui concerne le blanchiment des capitaux, malheureusement, c'est partout dans le monde. Vous dirigez le GIABA, qui est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui est aussi une institution de la CEDEAO. Quelles difficultés vous rencontrez sur le terrain? En fait, le GIABA est confronté à beaucoup de défis, puisque son mandat est sous-régional et même pas au-delà. En dehors des États membres de la CEDEAO, il y a aussi le Sao Tomé Principe ainsi que l'Union des Comores qui sont membres du GIABA. Donc, d'abord, les défis, c'est au niveau du Sahel où certains États membres du GIABA, notamment le Mali, le Nigeria, le Niger et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, même la Côte d'Ivoire en a été victime. Donc il y a beaucoup de groupes terroristes qui opèrent dans ces pays, qui causent des actes terroristes. Et c'est un grand défi pour le GIABA. En dehors de ça, il y a la porosité des frontières. Le faible taux de bancarisation, puisque nous sommes habitués à traverser les frontières avec des sommes d'argent. Et c'est très facile qu'un individu mal intentionné puisse, à travers cette porosité des frontières, puisse alimenter des activités, financer les activités terroristes. Et comment est-ce que vous arrivez à détecter les menaces et les vulnérabilités des pays membres du GIABA? Je l'indiquais tantôt, le GIABA mène des études de typologie pour comprendre et connaître les techniques et les méthodes utilisées par les criminels. Et donc c'est à travers ces études, qui sont d'ailleurs conduites dans les États membres, puisque le GIABA c'est un ensemble d'États, donc ces études-là sont menées dans les États membres pour connaître réellement les astuces utilisées par les criminels pour non seulement blanchir les produits illicitement obtenus et financer les terroristes, les organisations terroristes et les entités terroristes. Justement, une question. Si on fait le rapprochement entre blanchiment d'argent et financement du terrorisme, est-ce que ça ne prête pas à confusion?
Non, il n'y a pas du tout de confusion, sauf que ces deux activités, surtout le blanchiment de capitaux, facilitent la commission d'actes terroristes. Puisque ceux qui obtiennent les fonds illicitement, les dépensent facilement pour financer les activités terroristes. Et puis n'oubliez pas que parfois on commet un acte terroriste juste pour faciliter une activité illégale. Par exemple, lorsque un convoi est sur une route X, et puis il y a les forces de l'ordre sur une autre route où le convoi doit passer, ils peuvent commettre un acte terroriste sur la route X et permettre à ce convoi qui, par exemple, qui porte des produits illicites comme les cigarettes contrefaisant, pour permettre juste d'attirer l'attention des forces de l'ordre et de sécurité qui sont dans les secteurs, de se diriger et de concentrer leur énergie pour faire face aux actes terroristes qui viennent de se poser et faciliter le passage du convoi de marchandises illicites. Donc voilà, parfois comment le blanchiment de capitaux... la vigilance des... Absolument. Et ils sont très fertiles en imagination, les délinquants. Fonctionnaires corrompus, fraudeurs du fisc et soutien financier du terrorisme, ça veut dire qu'ils ont une chose en commun. Mais toute personne qui s'intéresse à l'activité illicite crée des astuces, des techniques, des méthodes pour pouvoir faciliter cette activité illicite. Donc tous les moyens sont bons. Pour eux? Absolument, pour ces délinquants. Une autre question, s'ils exploitent les vulnérabilités du système financier pour faciliter leurs délits, est-ce qu'on peut conclure que les fraudeurs sont plus ingénieux que ceux qui les traquent? Malheureusement, tout ce que nous faisons, nous sommes toujours en retard par rapport aux délinquants. Parce que tous les jours que le bon Dieu fait, et ils réfléchissent à comment fructifier leur activité illégale, frauduleuse. Alors que nous avons de la peine même à adopter les lois. On sait bien qu'ils sont toujours en avance. Les délinquants ont toujours la sagacité. Ils conçoivent les méthodes, les techniques pour pouvoir faciliter la commission de leur activité illicite. Et vous, est-ce que vous ne pouvez pas faire comme eux? Oui, mais vous savez, lorsque nous prenons l'adoption d'un texte au niveau communautaire, c'est un long processus. Lorsque nous prenons, même sur le plan national, l'adoption d'un texte, c'est un long processus. Et au moment où les délinquants réfléchissent rapidement, malheureusement, le système est ainsi. On ne peut pas aller vite, plus rapidement que les délinquants. D'autant plus que eux, c'est leur activité, alors que lorsque nous prenons un État, l'État a des priorités et donc il se concentre à ce qui peut permettre à son régime, à son gouvernement de faire face aux attaques des populations. Et le volet sécurité est très important, mais il y a beaucoup de priorités. Alors que les délinquants, ils sont sur le terrain et tous les jours, ils ne font que réfléchir à voir comment il faut changer, à s'adapter aux mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre leur activité. Monsieur Abba, aura-t-on raison de dire que le cadre d'amélioration de la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique est lacunaire? Je ne peux pas dire que c'est lacunaire parce que les États font beaucoup d'efforts. Puisqu'ils sont obligés de mettre en place la législation, tous les textes réglementaires, conformément aux recommandations du GAFI, conformément aux conventions des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous ne pouvons pas dire que les États africains ne font pas d'efforts, au contraire. D'ailleurs, ils sont obligés de le faire parce qu'il y a une notation qui est après. Parce que lorsque vous présentez, par exemple, votre rapport d'évaluation, le rapport d'évaluation apprécie toutes les mesures que vous avez prises, tous les systèmes juridiques et institutionnels que vous avez mis en place pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et lorsqu'il y a des faiblesses, des lacunes, les recommandations sont faites pour permettre à cet État-là
de pouvoir faire face à ces lacunes. Et d'ailleurs, même, il y a l'accompagnement aussi, non seulement du JABA, pour permettre aux États qui ont des lacunes dans leur législation de résorber ces lacunes-là. Il y a aussi les partenaires au développement qui sont intéressés à accompagner les États membres du JABA à améliorer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Est-ce qu'il arrive qu'un État refuse de corriger ces failles dans ton système? Mais aucun État n'a intérêt à refuser. Mais d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, lorsque vous refusez, on vous met sur la liste noire. Et ça veut dire qu'on peut prendre des sanctions contre votre pays. Donc, il n'y a aucun État, sauf entre griffes les États voyous. Alors, on va marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne. D'accord, merci.